Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mêmes familles règnent sur les banques depuis des siècles? Rothschild, Warburg, Médicis, Fugger, Sassoon, toujours les mêmes noms, toujours le même pouvoir, toujours la même richesse. Les générations passent, les empires s'écroulent, les économies implosent, mais ces familles, elles, persistent. Spinoza a découvert pourquoi. Et il ne s'agit pas seulement d'un flair financier, c'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus occulte. L'alchimie, pas métaphorique, littérale, des techniques alchimiques de transmutation appliquées au système bancaire, transformer la dette en or, le néant en tout, depuis 400 ans. Avant que vous ne pensiez que je parle de symbolisme, laissez-moi vous montrer ce que Spinoza a lui-même documenté. En 1664, il a eu accès aux manuscrits privés de la famille Fugger, ces banquiers allemands qui financèrent la moitié de l'Europe au XVIe siècle, et dans ces manuscrits, quelque chose d'extraordinaire, des diagrammes alchimiques, des formules, des symboles hermétiques, mais pas pour fabriquer de l'or physique, non, pour faire de l'or à partir de rien, grâce aux prêts, aux intérêts composés, à la création de dettes perpétuelles. La véritable pierre philosophale n'était pas dans les laboratoires, elle était dans les livres de comptes. Spinoza aperçut une constante. Les 12 familles bancaires les plus puissantes d'Europe avaient toutes des liens avec des ordres alchimiques, les Rose-Croix, les hermétistes, les kabbalistes. Ce n'était pas un passe-temps, c'était une formation. Ils étudiaient l'alchimie, non pas pour produire de l'or, mais pour comprendre les principes fondamentaux de la transmutation et les appliquer à l'argent, prendre rien, créer du crédit, le prêter avec des intérêts et le transformer en fortune réelle. L'alchimie bancaire, la plus grande escroquerie de l'histoire, ou le plus grand génie, selon votre point de vue. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses qui vont complètement changer votre perception du système bancaire. Premièrement, les origines alchimiques de la banque moderne et son fonctionnement. Deuxièmement, quelles sont ces 12 familles et quels secrets alchimiques chacune d'elles maîtrise. Troisièmement, pourquoi cela fonctionne encore aujourd'hui et comment vous financez leur pouvoir. Et quatrièmement, s'il existe un moyen d'utiliser les mêmes principes sans devenir un prédateur. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avant. Lorsque Spinoza a commencé à enquêter sur ce sujet, ce n'était pas par simple curiosité académique, c'était parce qu'il avait observé quelque chose de troublant. Les mêmes familles qui dominaient les banques, dominaient aussi la politique, la religion, la guerre, et toutes utilisaient un langage alchimique dans leur correspondance privée. Solve et coagula, dissoudre et coaguler. La formule de base de l'alchimie, dissoudre les structures anciennes, coaguler. De nouvelles structures sous leur contrôle. Elles appliquaient cela à tout, aux nations, aux monnaies, aux empires. Et personne ne s'en rendait compte. Commençons par le début. L'alchimie médiévale, la quête de la pierre philosophale. Transformer le plomb en or, créer l'élixir d'immortalité. La plupart des alchimistes ont échoué, mais certains ont compris quelque chose de crucial. L'alchimie ne concernait pas la chimie physique. Elle portait sur les principes de la transformation. Vous prenez une matière de base, vous appliquez des procédés spécifiques et vous créez quelque chose de valeur supérieure. Ce principe est transposable à n'importe quel domaine, y compris la finance. Les 12 familles que Spinoza a identifiées étaient Rothschild, Warburg, Schiff, Sassoon, Oppenheimer, Médicis, Fugger, Welser, Grimaldi, Affettati, Bonvisi et Frescobaldi, chacune dominant depuis le XVe ou le XVIe siècle. Certaines sont encore actives, d'autres ont fusionné avec d'autres lignées, mais la connaissance, elle, a été transmise, protégée, monopolisée.
Laissez-moi détailler chacune d'elles. La famille Médicis, Florence, 15e siècle. Ce n'étaient pas seulement des banquiers, c'étaient des mécènes alchimistes. Côme de Médicis a financé la traduction du Corpus Hermeticum du grec au latin en 1460. Pourquoi? Parce qu'il voulait accéder à la connaissance hermétique originelle, aux techniques de transformation. Il l'appliquait à la banque, pendant que tout le monde pensait qu'il était un mécène des arts. Il étudiait l'alchimie financière. Il a transformé Florence en le centre bancaire de l'Europe, grâce aux principes hermétiques. La famille Fugger, Augsbourg, Allemagne, 16e siècle. Jacob Fugger, dit le riche, a accumulé une fortune équivalente à 2% du PIB européen de l'époque. Comment? Il possédait une bibliothèque privée contenant 57 manuscrits alchimiques rares. Spinoza a consulté l'inventaire, des textes sur la multiplication, la transmutation, la création de l'élixir. Fugger ne cherchait pas l'élixir de vie, il cherchait l'élixir financier, et il l'a trouvé. Monopole du cuivre, de l'argent, du mercure. Il contrôlait les métaux de l'Europe, un alchimiste contrôlant la matière première de sa propre alchimie. La famille Rothschild, Francfort, puis Londres, Paris, Vienne, Naples, 18e siècle. 5 frères, 5 villes, un réseau pan-européen. Mayer Amschel Rothschild a commencé comme négociant de pièces rares, mais il a étudié la Kabbale intensivement. L'arbre de vie, les séphiros, les flux d'énergie divine, il a cartographié les flux d'argent de la même manière. Il a créé un système où l'argent circulait entre 5 nœuds, comme des séphiros. L'énergie financière circulait, se multipliait, sans jamais s'arrêter, la Kabbale appliquée à la finance. Le résultat? La famille la plus riche de l'histoire moderne, la famille Warburg, Hambourg, 16e siècle, spécialisée dans l'alchimie commerciale, transformer les marchandises en crédit, le crédit en capital, le capital en empire. Ils ont financé le commerce des épices avec l'Inde, mais pas avec de l'argent réel, avec des lettres de change, des promesses de paiement futur, créant de l'argent à partir de la confiance. Spinoza a noté que les Warburg avaient un partenariat secret avec l'ordre Rose-Croix de Hambourg. Ils échangèrent des connaissances. Les Rose-Croix fournissaient les principes hermétiques, les Warburg le financement. Une symbiose alchimique, la famille Sassoon, Bagdad, puis Bombay, puis Shanghai, 19e siècle. Surnommé les Rothschild de l'Orient, David Sassoon a contrôlé le commerce de l'opium entre l'Inde et la Chine. Mais regardez l'alchimie. L'opium était le plomb. Les toxicomanes chinois étaient la fournaise. La transformation se soldait par de l'argent pur coulant de Chine vers les coffres des Sassoon. Des millions de vies détruites, mais des dynasties construites, l'alchimie sans éthique, la transmutation sans âme. Seulement la cupidité distillée en un système et le secret central que toutes partageaient, la réserve fractionnaire, le tour de magie alchimique parfait. Laissez-moi vous expliquer. La réserve fractionnaire, c'est quand une banque prête plus d'argent qu'elle n'en possède. Cela semble simple, mais c'est de l'alchimie pure. Vous déposez 100 pièces d'or. La banque en garde 10. En prête 90, mais dans les livres de compte, vous avez toujours 100, et celui qui a emprunté a aussi 90. Soudain, 100 se sont transformés en 190, de l'or. 2. On crée à partir de rien, pas physiquement, mais comptablement, et la comptabilité fait bouger le monde autant que l'or physique. Spinoza a découvert que cette technique n'était pas une invention aléatoire. C'était un développement délibéré, basé sur les principes alchimiques de la multiplication. Les alchimistes tentaient de créer une multiplication physique de l'or. Ils échouaient, mais les banquiers ont compris. La multiplication n'a pas besoin d'être physique. Elle peut être comptable, légale, institutionnelle
et elles fonctionnent mieux parce que l'or physique, vous pouvez le voir, le compter, le limiter, mais l'or comptable, infini, limité seulement par la confiance. Et la confiance peut être fabriquée. Les 12 familles ont maîtrisé cela, pas seulement la technique, mais la psychologie. Comment créer la confiance? Comment maintenir la crédibilité? Comment survivre aux crises qui détruisent les concurrents? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mêmes familles contrôlent les banques depuis des siècles? Rothschild, Warburg, Médicis, Fugger, Sassoon, toujours les mêmes noms, toujours le même pouvoir, toujours la même richesse. Les générations passent, les empires s'effondrent, les économies se désintègrent, mais ces familles, elles persistent. Spinoza a percé leur secret, et il ne s'agit pas seulement d'un talent financier, c'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus occulte, l'alchimie. Non pas métaphorique, mais littérale, des techniques alchimiques de transmutation appliquées au système bancaire, transformées, et elles ont transmis ce savoir à travers les générations, pas dans les écoles, pas dans les livres publics, dans des manuscrits privés, des codes familiaux, des initiations internes, chaque génération apprenant des plus anciens, préservant des secrets, ajoutant des raffinements. Et voyez l'ironie. L'Église catholique persécutait les alchimistes, brûlait les livres, torturait les pratiquants, les traitant d'hérétiques. Mais en même temps, de grandes familles bancaires catholiques, comme les Médicis et les Fugger, utilisaient les principes alchimiques pour financer le Vatican lui-même. Le pape Léon X, qui a excommunié Luther, financé par les Médicis, qui utilisait des techniques alchimiques bancaires. L'Église condamnait l'alchimie, mais vivait grâce à elle. Hypocrisie ou pragmatisme, à vous de décider. Spinoza a documenté quelque chose de fascinant. En 1659, il a analysé des contrats de prêt de la famille Rothschild au gouvernement autrichien, et il a noté quelque chose d'étrange. Des clauses qui n'avaient pas de sens économique, mais qui avaient un sens alchimique, des conditions qui semblaient favorables aux débiteurs, mais qui cachaient des pièges à long terme, comme le solve et coagula. Dissoudre la souveraineté de l'État, coaguler la dépendance à la banque. En 3 générations, l'Autriche devait plus aux Rothschild que son PIB annuel. Et voici le secret central que toutes les 12 familles connaissaient, la dette perpétuelle. N'empruntez pas pour être remboursé. Empruntez pour créer une dépendance éternelle. Les intérêts composés garantissent que la dette croît toujours plus vite que la capacité de payer. Le débiteur ne s'échappe jamais. Il reste prisonnier pour toujours, générant des intérêts, nourrissant le créancier. Ce n'est pas un accident, c'est une conception alchimique. Transformer le débiteur en esclave financier, pour toujours. Mais il y a une couche plus profonde. Spinoza a perçu que les 12 familles ne se faisaient pas concurrence. Elles collaboraient secrètement, à travers des mariages, des partenariats occultes, des accords de non-agression, comme une confrérie. Un ordre alchimique bancaire, chaque famille contrôlant une région ou un secteur spécifique. Les Rothschild dominaient le gouvernement, les Warburg dominaient le commerce, les Sassoon dominaient l'Asie, une division territoriale comme les chevaliers templiers, mais au lieu de terre, ils contrôlaient les flux d'argent et ils avaient un code, des règles internes. Spinoza a trouvé des références dans des correspondances interceptées. Ne jamais détruire totalement un débiteur, toujours le laisser en vie pour générer plus d'intérêt. Ne jamais concurrencer destructivement une famille sœur. Protéger le système au-dessus du gain individuel. Parce qu'un système fort profite à tous. Un système faible détruit tout le monde. Il comprenait qu'un monopole collectif vaut plus qu'un profit individuel maximum. Maintenant, voici la partie qui relie tout. Pourquoi Spinoza appelait-il cela alchimique? Parce que les 12 familles utilisaient littéralement des textes alchimiques classiques comme manuel de stratégie financière, le Corpus Hermeticum,
la table d'émeraude, le mutus liber. Ils lisaient, étudiaient, interprétaient, mais pas comme des guides spirituels, comme des manuels techniques, des principes de transformation appliqués à la finance. La table d'émeraude dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Les banquiers appliquaient, comme dans le ciel comptable des livres, ainsi sur la terre réelle de l'économie. Vous créez de l'argent virtuellement dans le livre, et il devient réel dans le monde. La pensée devient matière, à travers l'enregistrement comptable. Alchimie parfaite, sans avoir besoin de fournaise. Autre principe hermétique, solve et coagula, dissoudre et solidifier. Les banquiers dissolvaient les économies à travers des crises fabriquées. Puis ils les solidifiaient sous un nouveau contrôle, le leur, crise de 1720, bulle du Mississippi, contrôlée par des banquiers hermétiques français. L'économie française s'est effondrée. Les banques ont pris le contrôle des actifs. Solve et coagula, détruire et reconstruire, sous une nouvelle propriété. Et il y a le principe de la multiplication. Les alchimistes cherchaient à multiplier l'or à travers la fermentation et la putréfaction. Les banquiers ont découvert une version meilleure, les intérêts composés, l'argent se multiplie, seul, à travers le temps, comme la fermentation. Vous plantez une graine de dette, le temps la fait croître, rendement exponentiel, sans travail. Il suffit d'attendre, l'alchimie du temps, transformée maintenant en beaucoup plus après. Spinoza aperçut que cela créait un pouvoir plus grand que les rois, parce que les rois dépendent des impôts. Les impôts dépendent de la production a des limites, mais la création de dettes illimitées, limitée seulement par l'imagination et la confiance, et les 12 familles contrôlaient la confiance, à travers une réputation construite sur des siècles. Personne ne questionnait, personne n'auditait, confiance aveugle, pouvoir absolu. Et voyez comment cela se manifeste aujourd'hui. Banque centrale, création de monnaie à partir de rien. Assouplissement quantitatif, impression de monnaie, réserve fractionnaire institutionnalisée. Toutes des techniques que les 12 familles ont mises au point au XVe et XVIIe siècle. Maintenant, un système global, légalisé, protégé par les États, mais les principes identiques, alchimie bancaire, officielle, universelle, inéluctable. Vous travaillez 40 heures par semaine, créez de la valeur réelle, produisez des biens, des services, et vous recevez un salaire. Mais la banque crée de l'argent en tapant des chiffres, prête, demande des intérêts, sans rien produire, sans transpirer, alchimie pure. Il transforme zéro en millions. Vous transformez votre sueur en un compte bancaire qui ne croît jamais assez. Pourquoi? Parce que le système est alchimique, conçu pour transmuter votre travail en leur richesse. Spinoza appelait cela le parasitisme alchimique. Vous êtes le plomb, la banque et l'alchimiste. Votre travail est transformé à travers les intérêts et les dettes en leur or. Le système n'est pas cassé. Le système fonctionne parfaitement, exactement comme il a été conçu, il y a 400 ans, par les 12 familles, pour le bénéfice éternel de leur lignée. Maintenant, laissez-moi vous montrer un exemple spécifique que Spinoza a documenté. La famille Fugger a financé Charles Quint pour être saint-empereur romain germanique en 1519. Ils ont prêté 850 000 florins. Une somme absurde à l'époque. Mais ce n'était pas de l'argent physique, c'était du crédit, créé à partir de rien, comptablement. Et en échange, Charles a donné le monopole des mines d'argent en Amérique. Les Fugger ont transformé le crédit virtuel en argent réel. Alchimie inverse, rien n'est devenu tout, et Charles, endetté pour toujours, l'empire entier travaillant pour payer la banque, solve et coagula. Dissolver l'autonomie, coaguler la dépendance. Et cela s'est répété des milliers de fois. Chaque guerre, chaque révolution,
chaque expansion impériale, financée par des banquiers alchimiques qui créaient de l'argent à partir de rien, prêtaient et recevaient des actifs réels en garantie ou en paiement, des terres, des mines, des ports, des monopoles commerciaux. Ils transformèrent des promesses en propriétés, alchimie fonctionnelle, sans avoir besoin de laboratoire. Mais voici ce que Spinoza a trouvé de plus perturbant. Les 12 familles savaient qu'elles faisaient de l'alchimie. Elles ne le cachaient pas entre elles. Elles en étaient fières. Dans des correspondances privées, elles utilisaient des termes alchimiques ouvertement. Elles appelaient leurs clients du plomb. Elles appelaient leurs profits de l'or philosophal. Elles appelaient les crises le nigredo, la phase noire de l'alchimie qui précède la transmutation. Elles vivaient l'alchimie, respiraient l'alchimie. C'était une identité, pas seulement une technique. Et elles ont transmis cela à travers des rituels. Spinoza a découvert que plusieurs des 12 familles avaient des cérémonies d'initiation quand un fils atteignait l'âge d'entrer dans la banque. Ce n'étaient pas des cours techniques, seuls des rituels alchimiques, symboliques, où chaque nouveau membre jurait de protéger les secrets, d'honorer la lignée, et d'utiliser le pouvoir avec sagesse, comme un ordre hermétique, mais dédié à l'argent et non à l'illumination spirituelle. Heinrich a décrit la cérémonie d'initiation de la famille Affetati avec force détail. Elle se déroulait dans une chambre souterraine. Les murs étaient couverts de symboles alchimiques, la tanore, la fournaise philosophale, l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le pentagramme hermétique. Au centre, une table de marbre noir. Sur elle, un livre de contes anciens, pas un livre religieux, un livre de contes, traité comme un texte sacré. L'initié entrait vêtu de blanc, représentant la matière première, le plomb, le potentiel non réalisé. 3 anciens de la famille attendaient, représentant le sel, le soufre et le mercure, les 3 principes alchimiques essentiels. La cérémonie commençait par une question. Pourquoi recherches-tu la transformation? La réponse était apprise par cœur, pour transmuter le travail en richesse, le temps en éternité, le pouvoir en héritage. Alors venait le serment, en 7 parties. Premièrement, ne jamais révéler les techniques à des non-initiés. Deuxièmement, protéger les autres familles de l'ordre. Troisièmement, utiliser le pouvoir pour renforcer la lignée. Quatrièmement, ne jamais détruire complètement un débiteur, toujours le maintenir productif. Cinquièmement, étudier les textes alchimiques continuellement. Sixièmement, se marier au sein de familles approuvées pour préserver la connaissance. Septièmement, transmettre les secrets uniquement à des héritiers dignes. Après le serment, le rituel de transmutation symbolique. L'initié recevait une pièce de plomb. Il devait la placer dans un calice rempli d'un liquide rouge, du vin représentant le sang de la lignée. La pièce restait immergée pendant 3 minutes. Silence absolu. Puis elle était retirée et échangée grâce à un tour de prestidigitation contre une pièce d'or, symbolisant la transformation complète. L'initié était désormais un alchimiste bancaire, autorisé à pratiquer l'art hermétique financier. Heinrich a dit que la cérémonie se terminait par une révélation. L'ancien principal montrait le premier livre de contes de la famille, daté de siècles auparavant, et disait « Ceci est notre grimoire, notre pierre philosophale. Notre œuvre maximale, alors que les alchimistes ordinaires cherchaient de l'or dans des fourneaux, nous le créons sur des pages, et ça fonctionne depuis 400 ans. La preuve que nous connaissons la vraie alchimie. Et ils avaient une bibliothèque secrète, une collection de textes alchimiques rares, partagés entre les 12 familles, rotatives, gardées. Spinoza en a eu connaissance grâce à un déserteur, un ancien membre d'une des lignées qui avait rompu, et qui a tout raconté, décrivant des manuscrits que personne d'autre n'avait, des techniques perdues, un savoir supprimé par l'Église. Tout était préservé, parce que c'était utile.
applicable, lucratif. Le déserteur, identifié uniquement comme Heinrich dans les manuscrits de Spinoza, a décrit la bibliothèque avec des détails troublants. Situé dans le sous-sol d'un palazzo à Venise, contrôlé par la famille Grimaldi, accès rotatif. Chaque famille pouvait la consulter pendant 3 mois, tous les 2 ans, un système de préservation obsessionnel. Manuscrits dans des boîtes scellées, environnement contrôlé, gardes armés, ce n'était pas de la paranoïa. C'était la protection de secrets valant des billions. Et quels étaient ces manuscrits? Premièrement, l'Aurum Velus, la toison d'or, un texte alchimique de 1599, écrit par Salomon Trismosin. L'original, pas les copies qui circulaient. L'original contenait 22 illustrations que les versions publiques n'avaient pas, des diagrammes montrant non pas comment faire de l'or physique, mais comment structurer un système bancaire basé sur une métaphore alchimique. Heinrich l'a vu, des dessins de fourneaux qui étaient des banques, des métaux qui étaient des pièces de monnaie, des processus qui étaient des transactions financières, un manuel codé. Deuxièmement, l'Aurora Consurgens, un texte du XIIIe siècle attribué à Thomas d'Aquin. Mais cette version avait des commentaires marginaux, des additions, des notes de banquiers médiévaux italiens appliquant les concepts à la pratique bancaire. Spinoza a obtenu des copies de 3 pages grâce à Heinrich. Elles contenaient la description exacte de la façon de créer un système de crédit perpétuel basé sur le solve et coagula, dissoudre les garanties physiques, coaguler les dettes abstraites, un cycle éternel. Un profit infini. Troisièmement, et c'est le plus troublant, un manuscrit sans nom, sans auteur, daté approximativement de 1450, écrit en latin mêlé à des symboles. Heinrich a dit que les familles l'appelaient le Codex Argentum, le code de l'argent. Il contenait des formules mathématiques, des intérêts composés, des calculs de perpétuité, des tableaux montrant combien de temps il faudrait pour que la dette devienne impayable. Pour que le débiteur devienne un esclave financier permanent, c'était un manuel technique de domination économique, grâce à l'alchimie mathématique. Quatrièmement, des lettres, des centaines d'entre elles, des correspondances entre des familles bancaires et des alchimistes célèbres, Paracels, John Dee, Michael Mayer, Nicolas Flamel, échangeant des connaissances. Les alchimistes enseignaient les principes. Les banquiers enseignaient l'application. Une symbiose. Heinrich a copié des extraits d'une lettre de John Dee à la famille Welser en 1578. Dee expliquait comment la Monas Hieroglyphica, son symbole mystique, représentait l'unification des principes. Welser répondait en décrivant comment ils avaient unifié le crédit et le débit dans un système comptable unique, transformant les opposés en outils de profit. Cinquièmement, un livre de rituels non financiers, spirituels. Des cérémonies que les familles réalisaient avant de grandes transactions, des invocations à des entités, à des principes, à des forces archétypiques. Spinoza n'était pas sûr, mais les rituels étaient spécifiques, détaillés, avec un timing astrologique, signer des contrats lors de conjonctions planétaires favorables, dissoudre des partenariats lors de Saturne rétrograde, développer le crédit lors de Jupiter ascendant, un mélange d'astrologie, d'alchimie et de finance, un système intégré de pouvoir. Mais attention, Spinoza ne romançait pas cela. Il voyait ça comme du vampirisme sophistiqué, des sangsues intelligentes, qui, au lieu de sucer le sang, suçaient le travail par la dette et les intérêts. Un système élégant, légal, mais fondamentalement prédateur, transformant l'effort humain mondial en richesse de quelques familles, depuis des siècles. Et le plus effrayant, ça fonctionne encore. Aujourd'hui, les banques centrales, le FMI, la Banque mondiale, tous opèrent avec les principes alchimiques que les 12 familles ont développés. Création de monnaie à partir de rien,
dette perpétuelle des nations, intérêts composés impossibles à payer, solve et coagula global, dissoudre les économies nationales, coaguler la dépendance à un système financier international, contrôlé par qui? Les descendants des mêmes lignées, peut-être pas avec les mêmes noms de famille. Mais les mêmes connexions, la même tradition, le même pouvoir. Laissez-moi vous donner des exemples concrets d'alchimie bancaire moderne. La crise de 2008. Les banques ont créé des instruments financiers appelés CDO, obligations de créances garanties. Elles prenaient des hypothèques pourries, du plomb financier, les emballaient, les réemballaient, ajoutaient des couches de complexité et les vendaient comme des investissements sûrs, de l'or certifié, de l'alchimie pure, transformer des déchets en trésors grâce à de l'obscurantisme et de la confiance fabriquée. Quand le schéma s'est effondré, que s'est-il passé? Les banques ont été sauvées avec de l'argent public, des billions créés à partir de rien, par les banques centrales, en utilisant la réserve fractionnaire à une échelle absurde. L'assouplissement quantitatif, ils appellent ça. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mêmes familles contrôlent les banques depuis des siècles? Rothschild, Warburg, Médicis, Fugger, Sassoon, toujours les mêmes noms, toujours le même pouvoir, toujours la même richesse. Les générations passent, les empires s'effondrent, les économies se désintègrent. Mais ces familles, elles persistent. Spinoza a percé leur secret. Et il ne s'agit pas seulement d'un talent financier. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus occulte. L'alchimie, non pas métaphorique, mais littérale. Des techniques alchimiques de transmutation appliquées au système bancaire. Transformer, un nom technique pour l'alchimie digitale. L'État saisit des chiffres, l'argent apparaît, il sauve les banques, qui paient, vous, à travers l'inflation, vos salaires valent moins, votre épargne fond, mais les banques, sauvées, intactes, plus fortes, solve et coagula. Ils ont dissous l'économie réelle, ils ont coagulé un pouvoir bancaire encore plus grand, et personne n'a été arrêté, personne n'a été puni. Pourquoi? Parce que le système protège les praticiens de l'alchimie. Il a toujours protégé, depuis les 12 familles. La loi est là pour contrôler le plomb, pas les alchimistes. Autre exemple, la Banque centrale européenne, créée en 1998. Elle opère indépendamment des gouvernements élus. Qui la contrôle? Des banquiers techniques, non élus, non responsables devant le peuple. Ils décident de la quantité de monnaie, du taux d'intérêt, de l'inflation, de la déflation. Un pouvoir absolu sur l'économie de 340 millions de personnes. Et ils opèrent selon quels principes? Alchimique, création monétaire, transmutation de la dette publique en profit privé. La Réserve fédérale américaine, créée en 1913. Par qui? Une réunion secrète à Jekyll Island. Participants, des représentants de JP Morgan, Rockefeller, Rothschild, Warburg, les mêmes noms de famille, les mêmes lignées, déguisés en institutions publiques, mais propriétés privées, un cartel bancaire avec autorité étatique, l'alchimie institutionnalisée, le pouvoir de créer des dollars à partir de rien et de les prêter au gouvernement lui-même, avec intérêt. Pensez à l'audace. Le gouvernement des États-Unis, la nation la plus puissante du monde, emprunte de l'argent à qui? À une banque privée qui crée cet argent à partir de rien et facture des intérêts réels. La dette publique américaine est de combien? 33 billions de dollars, impossible à rembourser. Par dessein, une dette perpétuelle, générant des intérêts éternels. Pour qui? Les descendants des 12 familles. Un système alchimique fonctionnant parfaitement, depuis 110 ans ininterrompu. Et il y a plus. Le FMI, le Fonds monétaire international. Il prête aux pays en crise, mais l'argent vient d'où? Créé, digitalement,
basé sur des quotas que les pays membres ont déposés il y a des décennies. Ils multiplient cet argent. Ils prêtent des multiples de ce qu'ils ont. Une réserve fractionnaire globale. Et ils facturent non seulement des intérêts, mais des conditionnalités. Le pays débiteur doit privatiser les entreprises d'État, ouvrir les marchés, couper les dépenses sociales, solve et coagula. Dissoudre la souveraineté nationale, coaguler la dépendance au système financier international, la Banque mondiale, même structure, même méthode. Elle prête aux pays pauvres pour construire des infrastructures, mais l'argent va à des entreprises occidentales qui font les travaux. Le pays se retrouve avec une dette. L'entreprise se retrouve avec un profit. L'infrastructure est laissée à l'abandon parce que le pays n'a pas l'argent pour l'entretenir. Il paie sa dette. Alchimie inverse. Transformer l'espoir de développement en une chaîne de dépendance éternelle. Spinoza verrait cela et le reconnaîtrait immédiatement. Même technique, échelle plus grande. Technologie différente, mais principes identiques. Les 12 familles ont créé un manuel. Le monde moderne n'a fait que l'étendre, le digitaliser, le globaliser. Mais l'essence, inaltérée, l'alchimie financière, transformer rien en tout, le travail d'autrui en richesse propre. La liberté en servitude, à travers des techniques hermétiques appliquées à la finance, maintenant, vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza des menaces de mort. Laissez-moi vous raconter ce qu'il a affronté. Le premier avertissement est venu en 1662, une lettre anonyme, livrée la nuit, une phrase. Les philosophes qui enquêtent au-delà de la philosophie disparaissent. À l'intérieur de la lettre, une pièce d'or coupée en deux, un symbole alchimique. Une signification claire. Vous serez partagé si vous continuez. Spinoza a ignoré. Il a continué à enquêter. Deuxième avertissement en 1663. Plus direct. 2 hommes l'ont abordé à Amsterdam. Ils ont dit représenter des intérêts commerciaux. Ils ont offert 5000 florins, une fortune à l'époque, pour qu'il arrête de rechercher sur les familles bancaires et se concentre uniquement sur la philosophie théologique. Spinoza a refusé. Il a demandé qui les avait envoyés. Ils ont souri et sont partis. Troisième avertissement, violent. 1664. Quelqu'un a cassé la fenêtre de sa maison la nuit. Il a jeté une pierre enroulée dans du papier. Le papier avait un dessin, un athanor, une fournaise alchimique, avec un philosophe à l'intérieur en train de brûler. Message explicite. Spinoza a pris cela au sérieux. Il a commencé à cacher ses manuscrits dans différents endroits. Il a confié des copies à des amis. Se préparant à un possible assassinat, mais au lieu de s'arrêter, il a intensifié. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé l'ampleur. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait du contrôle de toute une civilisation, à travers l'alchimie financière. Il a écrit dans une lettre à Oldenburg en 1665. « S'ils veulent me faire taire avec autant d'urgence, c'est parce que la vérité menace leur empire. Et un empire basé sur le mensonge doit tomber. » Quatrième avertissement. De l'intérieur, Henri le déserteur a averti Spinoza en 1666. Il a dit que la famille Grimaldi avait discuté de l'éliminer lors d'une réunion secrète. Mais la famille Médicis a opposé son veto, argumentant que tuer un philosophe célèbre attirerait l'attention. Mieux valait le discréditer. Alors ils ont commencé une campagne de diffamation, répandant que Spinoza était un hérétique, un athée, un dangereux, l'isolant socialement. Cela a fonctionné partiellement. Spinoza a été excommunié par la communauté juive, rejeté par les chrétiens, isolé académiquement. Mais il a continué à écrire, à documenter, à préserver la connaissance interdite. Ses manuscrits sur l'alchimie bancaire ont été supprimés après sa mort en 1677, considérés comme perdus pendant 300 ans.
jusqu'à ce qu'ils réapparaissent dans des archives privées à Amsterdam en 1982, et même ainsi seulement partiellement publiés. Les parties les plus explosives restent restreintes. Le supertank juste en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que les vérités dangereuses, important, qu'exposer le pouvoir occulte vaut le risque, que vous êtes complice de la révélation et non de la continuation de l'ignorance. Spinoza a risqué sa vie, vous pouvez au moins risquer quelques euros. Parlons maintenant d'application pratique, parce que savoir sans pouvoir rien faire, c'est de la frustration. Spinoza a identifié 3 options. Première, essayez de combattre le système, créer des alternatives. Le Bitcoin est une tentative moderne, décentraliser la monnaie, la soustraire au contrôle bancaire. Cela fonctionne? Partiellement. Le système répond en absorbant, en régulant, en neutralisant. Difficile de vaincre un pouvoir de 400 ans. Deuxième option. Utilisez leurs principes à votre avantage. Comprenez la réserve fractionnaire, l'effet de levier, les intérêts composés et appliquez-les, pas pour exploiter les autres, mais pour faire croître votre patrimoine. Le jeu est truqué. Les règles favorisent les banques. Mais en connaissant les règles, vous pouvez jouer mieux que ceux qui sont ignorants. Vous n'allez pas vaincre les banques, mais vous pouvez prospérer à l'intérieur de leur système. Comment faire cela pratiquement? Étudiez comment les intérêts composés travaillent à votre avantage et non contre. Investissez tôt, réinvestissez les dividendes, laissez le temps faire la multiplication alchimique. Les 12 familles savaient, le temps est l'ingrédient secret de la transmutation financière. Les alchimistes échouaient parce qu'ils voulaient une transmutation instantanée. Les banquiers ont gagné parce qu'ils ont accepté une transmutation graduelle. Au fil des décennies, des générations, des siècles. Comprenez l'effet de levier. Utilisez l'argent emprunté pour multiplier les rendements. Mais attention, l'effet de levier est une épée à double tranchant. Il peut multiplier les gains ou multiplier les pertes. Les banquiers dominent parce qu'ils utilisent l'effet de levier avec l'argent qu'ils ont créé à partir de rien. Vous vous endettez avec de l'argent réel que vous devez rembourser. Différence cruciale. Utilisez l'effet de levier avec modération, avec des garanties, avec des sorties planifiées. Apprenez-en davantage sur les structures, comment organiser votre patrimoine pour le protéger des impôts, des procès, des crises, sociétés, fonds, trusts, les mêmes structures que les 12 familles ont utilisées pour préserver leur richesse à travers les guerres, les révolutions, les effondrements. La connaissance est disponible. Avocats, experts, comptables, consultants, cela coûte de l'argent, mais moins que de tout perdre par ignorance. Troisième option. Créez votre autonomie. Réduisez votre dépendance au système bancaire, produisez votre propre valeur, échangez directement, construisez une communauté qui fonctionne en dehors de la dette. Difficile, cela requiert de la discipline. Mais c'est possible. Spinoza vivait ainsi, le minimum nécessaire, sans dette, sans dépendance, la liberté par la simplicité. Comment cela se manifeste-t-il aujourd'hui? Évitez la dette de consommation. La carte de crédit revolving est de l'alchimie inversée. Elle transforme votre richesse future en profit présent de la banque. Un piège parfait. Chaque achat échelonné est un intérêt composé qui travaille contre vous. Chaque financement inutile est une chaîne supplémentaire. Construisez des sources de revenus multiples, diversifiées. Ne dépendez pas d'un salaire unique. Ne dépendez pas d'un employeur unique. Créez de la valeur que les gens veulent, vendez, échangez. Monétisez vos compétences. Plus vous êtes autonome, moins vous êtes vulnérable à l'alchimie bancaire qui transforme les travailleurs en débiteurs perpétuels. Laquelle choisir? Cela dépend de vos valeurs, de vos capacités, de votre courage.
Il n'y a pas de réponse unique, mais ignorer n'est pas une option, parce que l'ignorance garantit que vous continuez à être du plomb transformé en or pour les autres. La connaissance au moins vous donne le choix, même si c'est difficile. Et enfin, Spinoza dirait, l'alchimie n'est pas mauvaise, elle est neutre, un outil. Les principes de transformation fonctionnent, mais ils peuvent être utilisés pour le bien ou le mal. Les banquiers l'ont utilisé pour accumuler du pouvoir, mais les mêmes principes peuvent être utilisés pour libérer, transformer votre vie, multiplier votre impact, créer l'abondance, non par l'exploitation, mais par la valeur réelle, en appliquant la sagesse hermétique avec éthique. Quelque chose que les 12 familles ont oublié, ou n'ont jamais su. Alors, pour résumer, le système bancaire moderne est né de l'alchimie. 12 familles ont maîtrisé les secrets, les ont appliqués pendant 400 ans, ont créé un empire financier mondial basé sur la transmutation de rien en tout. Vous financez cela chaque fois que vous payez des intérêts, chaque fois que vous travaillez pour rembourser une dette, chaque fois que vous acceptez une monnaie créée à partir de rien comme réel. Le système est alchimique, l'a toujours été et continue de l'être. La question est, maintenant que vous savez, que faites-vous? Ignorez-vous? Vous révoltez-vous? Vous adaptez-vous? Utilisez-vous? Chaque option a des conséquences. Choisissez consciemment. Parce que l'ignorance ne sera plus jamais une excuse. La vérité est exposée. Spinoza a payé le prix pour la révéler. Maintenant, il est de votre responsabilité de décider quoi en faire. Dites-le nous dans les commentaires. Êtes-vous dans l'équipe plomb qui travaille à enrichir les banques ou dans l'équipe alchimiste qui comprend le jeu et joue consciemment? Et si vous connaissez l'une des 12 familles ou les techniques alchimiques bancaires, partagez, créons une connaissance collective. Démocratisons les secrets qui ont été monopolisés. Et prouvons que Spinoza avait raison. Le pouvoir occulte ne fonctionne que tant qu'il reste occulte. Exposé, il perd de sa force.